19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Cher Philippe, bonsoir. Bonsoir Elliot. Bonsoir Geoffroy Lejeune. Bonsoir Geoffroy. Bonsoir Philippe. Philippe, on a un président américain qui vient de bousculer toute notre émission. Ah oui, c'est le direct. Les joies du direct, vous avez oui. entièrement raison. Ouais. Quelques instants avant qu'on prenne l'antenne, on a découvert, stupéfait, cet échange plus que musclé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche, où Donald Trump explique, intime à Volodymyr Zelensky, intime l'ordre de conclure un accord où nous voulons... Ils sont tombés. Première phrase très forte. Il dit quoi d'autre? Sans nos équipements militaires, la guerre aurait pris fin en 2 semaines. Troisième phrase, là c'est pas Donald Trump, c'est J.D. Vance qui dit « Vous manquez de respect aux Américains » et il pointe la responsabilité de Volodymyr Zelensky. Et puis ils sont partis tous les deux dans un moment où effectivement c'était plutôt surprenant. Revoyons une séquence ensemble et vous allez tout nous expliquer. Il faut que vous soyez reconnaissants. Vous n'avez pas les cartes en main. La population meurt, vous n'avez plus assez de soldats. Vous n'avez plus de soldats. Et ensuite, vous nous dites, je ne veux pas un cessez-le-feu, je ne veux pas un cessez-le-feu, je veux ci, je veux ça. Écoutez, si vous pouviez avoir un cessez-le-feu maintenant, vous le prendriez. Comme ça, il n'y aurait plus de balles qui volent. Bien sûr, nous voulons mettre fin à la guerre. Je vous ai donné l'équipement nécessaire pour vous battre. Le président Obama n'a rien donné. Moi, je vous ai donné beaucoup. Il faut que vous soyez reconnaissants parce que vous n'avez pas les cartes en main. Avec nous, dans votre équipe, vous avez les cartes en main, mais sans nous, vous n'avez rien. Sans nous, vous n'avez rien. Philippe de Villiers, je pense que c'est une séquence qui fera date. Est-ce que vous aviez déjà vu, vécu, entendu parler d'une telle séquence, échange devant les caméras du monde entier entre le président des États-Unis et donc le président ukrainien Volodymyr Zelensky? Alors moi, je ne suis pas du tout surpris. Parce que je connais l'Amérique, je connais l'histoire de l'Amérique, l'histoire des relations entre l'Amérique et l'Europe, si vous voulez, on peut en dire quelques mots dans un instant. Et connaissant le tempérament de Trump et de J.D. Vance, connaissant aussi très bien la vie intérieure, si l'on peut parler ainsi, de Zelensky, ça devait se terminer comme ça. Alors, en fait, que se passe-t-il? On a face à face 2 hommes, 2 chefs d'État. Zelensky, lui, il a voulu cette guerre contre la Russie. Il a voulu sortir du statut de la neutralité que les grands diplomates considéraient comme un instant de sagesse dans l'histoire de l'Europe. Et donc un statut de sagesse. La neutralité, c'est-à-dire éviter d'avoir à touche-touche 2 puissances nucléaires, l'OTAN et la Russie. C'est trop dangereux. Au moindre incident de frontière, on a le danger d'un embrasement. Et moi, pendant des années, comme je le racontais la semaine dernière, j'ai vu l'évolution des pays européens. Ils ont basculé dans une posture qui n'était pas raisonnable en voulant faire de l'Ukraine un Xème pays de l'OTAN. Et à vouloir élargir l'OTAN comme ils l'ont fait, ils ont pris le risque, évidemment, que l'ours sorte de sa tanière. Vous savez la phrase de Talleyrand, je connais les 1001 manières de faire sortir l'ours de sa tanière, mais je n'en connais aucune de l'y faire rentrer. Et donc, si on avait écouté la sagesse de Talleyrand, naturellement, on ne serait pas dans cette situation. Donc, il a voulu la guerre. Bon, il l'a eue et il l'a perdue. Et maintenant, en fait, il arrive à Washington comme un perdant, comme un
un suppliant, comme un homme politique suppliant, et il a en fait plusieurs demandes. La première, c'est d'être assis à la table de négociation, puisqu'il est quand même concerné, et pour cause. La deuxième demande, c'est de rentrer dans l'OTAN, donc d'échapper à nouveau à la neutralité, à la neutralisation. Et la troisième demande, c'est évidemment de récupérer les territoires perdus. En face de cela, en face de cette Ukraine, il y a un nouveau président des États-Unis qui a une vision du monde complètement nouvelle. C'est-à-dire que c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis que les États-Unis regardent ailleurs. Les États-Unis ne regardent plus du côté de l'Europe, du côté de l'Atlantique. C'est inouï. Ils regardent du côté du Pacifique. Ils sont obsédés par le Pacifique. Ils sont obsédés par le fameux piège de Thucydide avec la Chine. Leur obsession, c'est la Chine. Et donc, à partir du moment où Trump est obsédé par la Chine et qu'il regarde du côté du Pacifique, quand il se tourne un instant du côté de l'Atlantique, il dit, bon, maintenant, ça suffit. Allez, il faut que tout rentre dans l'ordre. Et donc, il accorde à la Russie, évidemment, une faveur particulière pour résoudre le problème de l'Europe et faire la paix en Europe. Une paix expéditive, une paix expédiée plutôt, pour qu'il puisse consacrer tout son temps et son énergie à l'affaire chinoise, à la question du piège de Thucydide, pour éviter d'être pris dans le piège de Thucydide. Mais m'est avis qu'on aboutira à un accord. Pourquoi ? Parce que, en fait, Trump veut se rembourser. Ça, c'est très américain. Les Américains ne font jamais rien de gratuit. Il ne faut jamais oublier que il y a Dieu sur le dollar. Vous savez ça, bon. Les WASP, il y a Dieu avec eux sur le dollar. Dieu est là pour la réussite. Donc, on ne fait rien de gratuit quand on est américain. Mais rien. Et donc, lui, il dit à Zelensky, très bien, vous voulez qu'on s'entende ? Eh bien, vous me laissez piller vos terres rares dont j'ai besoin pour éviter d'être dépendant de la Chine. Donc, pour avoir le lithium, tous ces terres rares, ce qu'on appelle les terres rares, c'est des matériaux très, très rares qui sont dans le sous-sol ukrainien, notamment. Ils sont aussi dans le sous-sol chinois. Et donc, Trump, c'est vital pour lui, ne veut pas dépendre de la Chine. Actuellement, il dépend de la Chine, puisque 80% des terres rares sont en Chine. Et donc, pour ne plus dépendre de la Chine, il dit, tiens, bah, toi, Zelensky, viens me voir, et maintenant, on va conclure un accord, et je vais me rembourser des, alors, soi-disant 350 milliards, c'est ça ? Ça monte parfois plus loin, ils disent oui. 500 milliards jusqu'à 500. Voilà, mais en réalité, donc, Zelensky n'a pas le choix. S'il veut un minimum de protection des Européens avec une garantie de sécurité en deuxième rappel des Américains, il ne peut que signer. Mais en fait, en regardant Trump et en vous regardant tous les deux, dans la panique de l'improvisation nécessaire, je pensais à l'histoire humaine, à l'histoire des civilisations. Il y a deux souvenirs qui me reviennent. Le premier, c'est le vase de Soissons. En fait, jusqu'à une époque récente, quand Clovis gagne contre Syagrius, il donne l'autorisation pendant 2 jours d'aller piller. Ça s'appelle le droit à la robberie et à la dérobberie, sauf erreur de ma part. Le droit à la robberie et à la dérobberie. Ensuite, on ramène tout ce qu'on a pillé, puis après on tire au sort. Voilà. On se rembourse sur l'occupant, ou plutôt sur l'habitant. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y en a un qui ramène un vase qui appartient à l'évêque de Reims. Bon. Mais vous êtes trop jeune pour connaître une histoire que je vais vous raconter. C'est l'histoire de l'âme goth. Moi, j'avais un ami qui était sénateur
un ancien ministre s'appelait Maurice Schuman. Pas Robert, hein, ne confondez pas. Maurice Schuman, grand résistant, contrairement à Robert, et qui était un proche du général de Gaulle, et qui m'a raconté par le menu un jour en déjeunant au Sénat comment ça s'est passé après le 6 juin 1944. Ça s'est très mal passé. Pourquoi ? Les Américains sont arrivés avec du papier-monnaie, c'est-à-dire des dollars français. Et ils ont mis sur pied l'AMGOT, c'est-à-dire un gouvernement provisoire d'occupation, comme pour l'Allemagne. Et donc, en fait, quand ils ont débarqué, ils se sont dit on va occuper ce pays qui n'a plus de gouvernement. Et là, De Gaulle s'est levé en disant il n'en est pas question. Et Michel Debré a dit attendez, on va nommer des préfets, etc. Et en fait, De Gaulle a confié à Maurice Schuman un jour, ce que Maurice Schuman m'a raconté, il m'a dit De Gaulle ne voulait pas commémorer le 6 juin 1944 en disant attendez, n'oubliez pas ce qu'ils ont essayé de faire, ils ont essayé de nous occuper. Vous savez, et en 14-18, les Américains, quand la guerre a été finie, ils ont fait en sorte que ils ont appuyé le ministre allemand qui s'appelait Stresemann, qui disait Finanzieren pour ne pas payer les réparations, et ils ont d'une certaine manière encouragé l'Allemagne à se refaire pour redevenir conquérante. Donc en fait, si vous voulez, l'Amérique est une puissance impériale. Raymond Aron l'appelait la République impériale. Elle ne se défera pas de tout ça. Elle regarde aujourd'hui du côté du Groenland par son instinct, parce que l'Amérique est forte et qu'elle a envie de faire comme l'ours en face. Et donc, tout ça se passe comme prévu. C'est un nouveau Yalta. Nous entrons dans une période complètement nouvelle. Et pensez toujours à la phrase de Raymond Aron. En 1981, Raymond Aron déclare ceci, je cite de mémoire, « Les Européens voudraient sortir de l'histoire, de la grande histoire qui s'écrit en lettres de sang, et d'autres par millions voudraient y entrer. » Nous y sommes. Philippe de Villiers, je vous propose qu'on revoie une séquence un peu plus longue, parce que ce qui... visiblement, aux yeux de J.D. Vance, le vice-président américain, a mis en quelque sorte le feu aux poudres dans cet échange. C'est qu'il a considéré à un moment que Volodymyr Zelensky critiquait l'administration américaine, qui, toujours selon J.D. Vance, l'administration américaine, les États-Unis, qui ont investi des centaines de milliards pour soutenir pendant l'agression russe, à partir du moment du début de l'agression russe, l'Ukraine. On revoit cette séquence, elle est un peu longue, mais c'est pour revenir un peu sur ce moment peut-être historique, mais vous dites, finalement, ça n'a rien de surprenant. On écoute. Bon, on va voir. Il a envahi, occupé de grandes parties de l'Ukraine, dans l'Est, en Crimée. Certaines zones sont envahies depuis 2014. Je ne parle pas simplement du président Biden, mais on a eu le président Obama, on a eu le président Trump, président Biden et à nouveau président Trump. Et Dieu le bénisse, nous allons l'arrêter maintenant. Mais en 2014, personne ne l'a arrêté. Il a envahi, il a tué. En 2015 ? Non, en 2014. Je n'étais pas là. Mais de 2014 à 2022, beaucoup sont morts et personne ne l'a arrêté. Et vous le savez, nous avons eu des conversations avec lui. Nous avons eu plein de conversations bilatérales. Nous avons signé avec lui. J'ai signé un accord avec lui en 2019. J'étais nouvellement élu. J'ai signé avec lui un accord avec le président Macron et la chancelière Mme Merkel. Nous avons signé un cessez-le-feu. Tous m'ont dit qu'il n'irait jamais plus loin. Nous avons signé un contrat. Mais après cela, il a ignoré le cessez-le-feu, il a tué notre population. Nous avons signé un échange de prisonniers, il ne s'est pas conformé à cet accord.
Donc de quel type de diplomatie parlez-vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par diplomatie? Je parle de la diplomatie qui va mettre fin à la destruction de votre pays. Monsieur le Président, sur votre respect, je pense que c'est irrespectueux de venir dans ce bureau et de parler comme cela des États-Unis. Pour l'instant, vous avez un problème. Vous n'avez pas suffisamment de troupes. Vous devriez remercier le président. J'ai vu ce qu'il se passe, je sais ce qu'il se passe. Vous essayez de faire de la propagande dans vos tournées diplomatiques. Vous avez eu du mal à recruter. Vous avez eu du mal. Et là, vous venez dans le bureau ovale des États-Unis d'Amérique et vous manquez de respect à un gouvernement qui essaie d'aider votre pays. Tout d'abord, pendant la guerre, tout le monde a eu des problèmes. Et vous allez sentir les effets, même si vous ne les sentez pas maintenant. Et un peu plus loin, il y a une nouvelle séquence où Volodymyr Zelensky interpelle Donald Trump en lui disant « Puis-je répondre ?» Et Donald Trump lui répond « Non, vous avez assez parlé, votre pays a de sérieux problèmes, vous ne gagnez pas, vous ne gagnerez pas cette guerre. » Voilà ce que répond Volodymyr Zelensky. Peut-être, Geoffroy Lejeune, vous avez une question pour Philippe de Villiers. J'ai une question pour Philippe. Vous n'êtes pas surpris de ce que vous entendez, puisque vous nous expliquez que c'est l'histoire humaine. Est-ce que vous pensez que cette scène qu'on vient de vivre peut aboutir à une résolution de ce conflit? Est-ce que vous souhaitez que ça aille dans ce sens-là? On est tout près de la résolution du conflit. C'est-à-dire qu'en fait, dans un conflit, c'est la vie, c'est terrible. Eisenhower disait « Je n'aime pas les losers ». Très américain. Mais aussi, c'est très français, c'est très humain. Dans un conflit, il y a les vainqueurs, il y a les vaincus. Et qui sont les vainqueurs et qui sont les vaincus? Les vainqueurs sont les Américains. Les premiers vainqueurs de cette guerre, ce sont les Américains. Leur appareil militaro-industriel triomphe, ils ont vendu des armes. Ensuite, ils ont fait des Européens leurs clients pour l'énergie, le gaz liquéfié. On a abandonné le gaz russe et on paye le gaz liquéfié 4 fois plus cher que le gaz russe. Donc, du côté des Américains, c'est une victoire, cette guerre. Du côté des Français, des Européens, c'est une défaite. D'abord parce que les contribuables européens, comme l'a dit l'autre jour Emmanuel Macron en reprenant d'ailleurs Trump, il a dit non, on a payé plus que vous. C'est des centaines de milliards. Ce sont les contribuables qui ont payé. Est-ce qu'il y a un Français qui sait ce qu'il a payé pour l'Ukraine? Non, évidemment, on ne nous a jamais rien dit. On n'a jamais dit au Parlement, voilà les milliards qu'on va mettre pour l'Ukraine. En fait, on a mis des milliards. Donc les contribuables ont été mis à contribution. Ensuite, la deuxième chose, c'est évidemment l'énergie. Si notre classe moyenne aujourd'hui est désemparée, si le pouvoir d'achat est dans l'état où il est, s'il y a tant d'inflation, c'est à cause de cette guerre. Et enfin, les paysans, eux, ils savent de quoi on parle avec les poulets ukrainiens. Donc en fait, nous, on a tout perdu dans cette guerre. Dans une guerre entre deux peuples slaves, et je voudrais dire quelque chose de très important. L'Europe s'est faite, après la guerre, sans les États et avec un fédérateur extérieur, l'Amérique. Et là, depuis 3 ans, l'Europe a tenté de se faire avec un fédérateur extérieur, l'Ukraine. Et l'idée de la co-belligérance, qui était dans la tête de Macron, de Van der Leyen, etc., c'était pour provoquer ce qu'on appelle le Spillover Act, c'est l'effet d'engrenage de Jean Monnet, qui avait dit, pour faire l'Europe, c'est-à-dire une Europe supra-étatique, supranationale, pour affaiblir les nations, il faut déclencher une crise et s'y engouffrer.
Et donc là, ils ont essayé de faire couler le sang. Ils ont voulu faire couler le sang. Ils étaient prêts à envoyer des troupes au sol pour provoquer une guerre, pour pouvoir unifier, fédéraliser l'Europe. C'est grave ce que je dis, mais pour avoir parlé avec des très hauts responsables, je sais de quoi je parle. Et donc maintenant, évidemment, c'est la gueule de bois. Ouais, c'est la gueule de bois pour l'Europe, c'est la gueule de bois pour Zelensky. Je me permets juste de préciser que l'Assemblée nationale avait, si je ne m'abuse, en mars 2024, voté et soutenu largement l'accord avec l'Ukraine, sans le RN d'ailleurs qui s'était abstenu à l'époque, et la France insoumise qui avait voté contre. Non, ça c'était un accord avec l'Ukraine. C'est ça, vous avez raison, c'est un accord sur 10 oui. sur mais c'est pas l'ensemble des crédits qui sont partis en Ukraine. Il faudrait interroger le ministre des Armées pour savoir ce qui est parti en Ukraine. Voilà. Ça serait intéressant de savoir. Bon, Philippe de Villiers, voilà ce qu'on pouvait dire sur cet échange dans le bureau ovale, effectivement, qui méritait... Attendez, je voudrais juste rajouter quelque chose, Elliot. Allez-y. J'ai entendu tout à l'heure Zelensky qui disait on a essayé de faire la paix et Poutine n'en a pas voulu. C'est pas tout à fait exact. Je pense que Poutine s'est dit bon, maintenant que la guerre a commencé, on va aller jusqu'au bout. Poutine s'est d'ailleurs planté puisqu'il a cru qu'il allait prendre Kiev en 2 jours. Ça s'est pas passé comme ça. Mais ensuite, il s'est dit je grignote. Bon. Mais il y a eu les fameux accords de Minsk et il y a eu une tentative avec d'ailleurs Erdogan, tentative de paix, de trêve. Et c'est l'Europe qui n'en a pas voulu. Et écoutez-moi bien, la preuve de ce que je dis, c'est qu'il y a encore 2 jours, vous entendiez des responsables européens, dont Barrot, notre couve de Murville en Playmobil, notre ministre des Affaires étrangères, il disait il faut des nouvelles sanctions. Donc il continue la guerre alors qu'elle est finie la guerre. Donc en fait les seuls à continuer la guerre, ce sont les diplomates européens. Donc pourquoi ils veulent cette guerre? Il y a une raison. Et la raison, je viens de vous la donner, c'est pour fédéraliser, unifier, supra-étatiser, pour en finir avec les nations et faire de Mme von der Leyen, qui est la gouvernante, le gouverneur aux ordres de l'Amérique. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, parce que l'Amérique dit au gouverneur et à la gouvernante on n'a pas votre numéro de téléphone et on ne le veut pas. Voilà pour votre analyse, Philippe de Villiers. On revient dans un instant. Une émission qui a été un peu bousculée par cette déclaration et cet échange dans le bureau ovale entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, ainsi que J.D. Vance. On revient dans un instant, on parlera d'autres sujets. On a beaucoup de choses à traiter ensemble, Philippe. À tout de suite. 19h30 sur CNews face à Philippe de Villiers, toujours avec Philippe bien sûr et Geoffroy Lejeune. On poursuit cette émission qui a été bousculée par cet échange ultra tendu entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump ainsi que J.D. Vance. Je crois qu'on a une image en direct depuis le bureau ovale, depuis la Maison Blanche du moins, puisque Volodymyr Zelensky va quitter la Maison Blanche d'un instant à l'autre. On voit cette image depuis la Maison Blanche. Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, Philippe de Villiers, mais bon, vous souhaitiez revenir quelques instants sur l'engrenage de la guerre. Puisque vous avez dit en début d'émission, vous êtes revenu en longueur, mais on connaît les âmes chagrines. Il a voulu la guerre, il l'a à propos de Volodymyr Zelensky. Et vous vouliez revenir sur l'engrenage de la guerre. Oui, rapidement. Voilà. Il faut bien expliquer les choses pour avoir une vision d'ensemble. Bon. Poutine a toujours dit, depuis 1990, la promesse faite par James Baker, le secrétaire d'État américain, à Gorbatchev à l'époque, on vous promet de ne pas élargir l'OTAN, qui est quand même un instrument militaire, qui peut être agressif, on le verra plus tard dans le Kosovo et en Irak, on vous promet de ne pas élargir l'OTAN au-delà de la limite du pacte de Varsovie ancien, puisque le pacte de Varsovie est dissous. Et ils n'ont pas tenu cette promesse, les Américains. Et dans les documents d'archives qui viennent de sortir
de l'USAID, qu'est-ce qu'on a découvert? Des financements énormes pour la fameuse révolution de Maïdan. Et donc Trump, il sait très bien, et J.D. Vance aussi, comme Poutine, ils savent très bien ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, les Ukrainiens, autour de Zelensky, voulaient absolument que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et qu'elle échappe à la sphère d'influence de Moscou. Et en face de lui, Zelensky a eu des pays, des États faibles, et ignares en matière de diplomatie, qui n'ont pas compris que pour l'ours russe, c'était une cause de guerre totale. Parce que Poutine était d'accord pour laisser l'Ukraine neutre, comme un pont, comme disait Kissinger, entre l'Ouest et l'Est, entre l'Atlantique et l'Oural, mais il n'était pas d'accord pour l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Et quand Poutine a vu qu'en réalité les carottes étaient cuites et que tout l'Ouest, y compris à la remorque transatlantique des États-Unis, avait décidé de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, eh bien Poutine a fait la guerre. Alors il est clair que c'est Poutine qui a lancé cette guerre, mais il est tout aussi clair, c'est ça que j'ai voulu dire, dans un propos équilibré, que quand encore une fois Talleyrand, il ne faut pas mettre du persil sous le nez de l'ours. On cite souvent Talleyrand dans cette émission, Philippe. Oui, c'est depuis que M. Barrot est au Quai d'Orsay, c'est une sorte de référence permanente. Vous n'avez pas vu ça par un effet miroir de la grandeur du personnage. D'une diplomatie à une autre. Et voilà ce qu'on pouvait dire. D'ailleurs, sur l'Algérie, on va peut-être en parler. Justement, allons-y. On voit M. Barrot, les évolutions de M. Barrot sont celles d'un grand danseur. Parlons de l'Algérie et du rapport avec la France et de l'Algérie. Cette semaine, le Premier ministre a organisé un comité interministériel de contrôle de l'immigration, audit sur les visas, réexamen des accords avec l'Algérie comme principales annonces. En 2023, je rappelle que la France a délivré 209 000 visas à des ressortissants algériens contre 470 laissez-passer consulaires. Écoutez bien François Bayrou, c'est mercredi, il va parler des accords de 1968. Il y a un levier, si j'ose dire, un levier très simple, c'est que nous avons avec l'Algérie des accords qui sont des accords davantage préférentiels pour les ressortissants algériens. Tout cela, ce sont les accords de 1968. Ce sont des accords, je l'ai dit, qui n'ont pas d'équivalent entre la France et d'autres pays. Ces accords-là, ils engagent les deux gouvernements et les deux administrations. Si ces accords ne sont pas respectés, et pour l'instant ils ne le sont pas, ils doivent entraîner une remise en cause fondamentale. Et c'est cette remise en cause-là que nous conduirons dès l'instant que nous vérifierions que les accords ne sont pas respectés durablement. François Bayrou, mercredi. Écoutez à présent, ce vendredi, Emmanuel Macron, alors qu'il est à Porto, sur ces accords de 68, on lui pose la question parce que lui, il veut revenir sur la sécurité des Français, c'est la priorité, respecter les accords de 1994 et reprendre le travail avec le régime algérien. Voilà ce qu'il dit en substance. Mais quand on lui pose la question sur les accords de 68. Vous ne répondez pas sur les accords de 68 ? Non, parce que je vous dis, les accords de 68, on avait lancé ce processus, on ne va pas les dénoncer de manière unilatérale, ça n'a aucun sens. Le problème, à mon avis, dont on parle est beaucoup plus des accords de 94, et nous avions lancé avec le président Tebboune un mouvement pour les moderniser, et on le fera en bon ordre. Et je pense que les choses se font bien quand elles se font avec exigence, avec engagement, mais il ne faut pas qu'elles fassent l'objet de jeux politiques ou qui soient. De jeux politiques ou qu'il soit. Incroyable. Pourquoi vous dites incroyable, Philippe de Villiers ? Attendez, vous avez compris, là. Non, expliquez-moi. Non, mais c'est... je pense qu'il y a des hommes politiques qui ont dû réagir ou alors personne n'a rien vu, mais c'est énorme.
C'est un désaveu? Alors, j'explique. Mais là, vous me prenez un peu de cours, mais bon. Mercredi, donc, François Bayrou, d'abord, il m'a rappelé mon professeur de sciences naturelles, qui se faisait chahuter en classe, on l'appelait canard. Et il n'avait aucune autorité, le pauvre. Et on était cruel. Et un jour, il a fait une déclaration incroyable à tous ses élèves, que j'ai gardée en mémoire. Plus ça va, moins ça va. Si ça continue, il faudra que ça cesse. Et c'est ce qu'a dit Bayrou. Bayrou, il a dit, attention, dans 6 semaines, là, aujourd'hui, c'est un pistolet à bouchon, mais dans 6 semaines, ça sera à balles réelles. Regardez, il a dit 1 mois, 6 semaines. 6 semaines, allez. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est le contraire de l'ambiguïté stratégique. C'est-à-dire, on dit, attention, si vous ne faites pas ceci, cela, dans 6 semaines, ça ira mal. Petite parenthèse, ce qu'il a dit, François Bayrou, c'est qu'il fallait, comme preuve de bonne volonté de M. Tebboune, qu'il reprenne une trentaine de gens sensibles, on appelle ça. Bon. C'est-à-dire de gens dangereux, d'Algériens dangereux. Une trentaine, alors que, vous ne savez peut-être pas, mais c'est ce qu'a dit l'ambassadeur de France, Xavier Driancourt, chez Sonia Mabrouk il y a 3 jours. Il y en a 35 000 qui posent problème en France, c'est-à-dire qui sont irréguliers. 35 000. Et il y a 5 000 d'entre eux qui sont considérés comme à problème. Donc 30. Bon. Donc on se dit, il n'y a pas d'accord, il y a une promesse d'accord, il y a une promesse de revoir l'accord de 68, acceptons-en l'augure. Mais certains commentateurs lucides ont dit, on verra dans 6 semaines. Les commentateurs, les éditorialistes de droite ont tous dit c'est formidable, ça y est, ça bouge, on brise un tabou, l'accord de 68, c'est oula, du calme, du calme. Et là, vous m'apprenez que celui qui, en fait, détient seul la clé, puisque c'est son domaine réservé, l'article 5, le président de la République, il dit pas question. Je répète ce que j'ai entendu, pas question de renoncer unilatéralement à l'accord de 68. Donc on envoie un message au président de l'Algérie, vous inquiétez pas, il se passera rien. Voilà. Donc la question qui se pose ce soir, enfin, moi, je serais à la place Beauvau, là. J'ai vu qu'il y avait un article dans Le Point sur les Vendéens de Beauvau. Et je les connais bien, c'est moi qui les ai tous recrutés. Et donc, je leur dis, les gars, réunissez-vous autour du ministre et je vous adresse un message chaleureux et affectueux. Barrez-vous. Autre sujet à présent, Philippe de Villiers. Cette semaine, on va parler de Jean-Michel Apathy qui a provoqué un tollé, et on continue de parler de la France et de l'Algérie, expliquant au micro de RTL que la France avait fait des centaines d'Oradour-sur-Glane en Algérie. L'Arcom d'ailleurs confirme avoir été saisi. Je vous propose une partie réduite de la séquence qui fait plus de 2 minutes. Vous savez, chaque année en France, on commémore ce qui s'est passé au Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire le massacre. Vous comparez ça ? Le massacre de tout un village. Mais on en a fait des centaines, nous, en Algérie. Est-ce qu'on en a conscience ? Donc, il faut dissocier les dossiers. Terrorisme en Algérie. Mais si nous avons une difficulté à avoir des relations Jean-Michel, saines... on n'a pas fait Oradour-sur-Glane en Algérie. On a mis des gens, on a mis des femmes et des enfants dans une église, on a mis le feu. Vous vous rendez compte ce que vous dites ? Vous connaissez les détails de la conquête en Algérie ? On s'est comporté comme des nazis. Combien de villages ont été massacrés? Mais des femmes? Michel, on s'est comporté comme des nazis en Algérie? Mais les nazis n'existaient pas. On ne s'est pas comporté comme des nazis. Les nazis se sont comportés comme nous l'avons fait en Algérie. Philippe de Villiers, comment le fils et frère d'officier français que vous êtes, l'homme attaché à l'histoire de la France, comment a-t-il réagi en écoutant cette séquence? On en a vu un court extrait. Et assiste-t-on en quelque sorte à un nouveau mémoricide? Alors je connais bien
très bien Oradour-sur-Glane pour la raison suivante. Quand j'étais petit, on m'a raconté 100 fois, 1000 fois l'histoire du petit Luc. C'est une église où ont été entassées 560 personnes, vieillards, enfants, femmes, brûlés vifs. Et on nous disait, c'est l'Oradour vendéen. Et donc je suis allé visiter Oradour, revisiter, redécouvrir Oradour, le village, l'église où ont été entassés des femmes, des vieillards, des enfants et brûlés vifs. Je ne sache pas que dans les 130 ans de présence française en Algérie, les soldats français soient comportés comme la division d'Eisreich. Si on fait le parallèle, il aurait fallu à ce moment-là que les soldats français remplissent des mosquées avec des hommes, des femmes, des vieillards et les brûlent vifs. Ça n'a pas été le cas. Mais ça va plus loin que ça. Nous sommes devant quelque chose de monstrueux. Assimiler les colons aux nazis exterminateurs, c'est une faute contre l'histoire, c'est un reniement. Vous savez, Jeanne d'Arc disait « les Français reniés ». Et là, on a un Français renié qui n'entend pas la voix suppliante de Boualem Sansal, qui lui dit « Monsieur Apathy, encore une minute, Monsieur le Bourreau », et qui dit à la France « Ô France chérie, ma France chérie, tu m'as tout donné, tu m'as tant donné ». Monsieur Apathy, le Français renié, n'entend pas les harkis qui ont souffert dans leur chair pour respecter leur fidélité. Il n'entend pas les pieds noirs qui ont eu à vivre un choix fatal, la valise ou le cercueil. Il n'entend pas les officiers français qui appliquaient, on voit ça dans l'honneur d'un capitaine avec Jacques Perrin, qui appliquait la phrase de La Hire. J'ai fait ce qu'un soldat a l'habitude de faire et pour le reste, j'ai fait ce que j'ai pu. En fait, ce Français renié, il ne sait pas. Il est dans le sillage honteux de celui qui a dit la colonisation est un crime contre l'humanité. Mais c'est pas dans dans le sillage honteux de la nomenclatura algérienne pour laquelle la rente mémorielle d'une France à haïr est une sorte de légitimité de secours pour dissimuler leur incurie, leur impéritie. C'est en fait un porteur de valise du FLN. C'est comme ça qu'on parlait jadis, du temps de mes parents et de mes grands-parents. Un porteur de valise du FLN qui est dans le sillage honteux des historiens révisionnistes et de l'histoire halal. En fait, il est dans le sillage honteux de la caste élitaire, comme on l'appelle, de la caste des mondialistes qui voudraient transformer la France et qui sont en train de la transformer pour en faire un laboratoire planétaire du paradis diversitaire. Ces gens-là veulent un mémoricide, ces gens-là veulent une mémoire atrophiée, ces gens-là veulent une mémoire pénitentielle avec la pratique de l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés. Ces gens-là veulent une mémoire invertie. La mémoire invertie, c'est quand on cherche à vivre à l'envers de ce qu'ont vécu nos pères. Et moi, oui, fils d'officier français, frère d'officier français, j'ai toujours entendu mon père nous dire avec beaucoup de nuances et beaucoup d'affection et de tendresse pour notre vieux pays, recru d'épreuves, couturé de partout. Vous savez, les enfants, une nation, c'est comme une famille. C'est un drame moral. On prend tout, on aime tout. C'est une longue épreuve. On ne juge pas. Et il citait souvent Camus. J'aime la justice et j'aime ma mère, mais entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Et il citait surtout, comme tous les soldats français, l'épigraphe de la bataille des Thermopyles. Passant va dire à Sparte que ses soldats sont morts ici pour obéir à ses lois. Tout autre sujet à présent, Philippe de Villiers. Vous le savez,
ce vendredi à 23h59, C8 ne sera plus. La première chaîne de la TNT comme Énergie 12 seront frappées d'un écran noir. Côté C8, ce sont 400 collaborateurs qui ont mis et qui seront mis sur la touche. Je vous propose les adieux déchirants de principaux acteurs de cette chaîne. Écoutons ensemble. Au moins 3 millions, peut-être 4, pourquoi pas 5 millions de téléspectateurs qui te regardent en ce moment et qui vont être orphelins parce que demain à minuit, eh bien, ce sera un écran noir, ce sera le vide sidéral, alors que depuis 13 ans, c'était l'euphorie sur ton plateau. Donc, on va être orphelins. Cyril, ça a été un plaisir de travailler avec toi. On va continuer, j'espère. Tous les jours, on se croisait, que du bonheur. Écoute, franchement, t'es un patron génial. Je dois te le dire et je dois le dire à tout le monde. Pour tous ces spectateurs qui sont tellement attachés à cette chaîne et puis pour toutes les personnes qui sont derrière la caméra et qu'on ne voit pas, mais sans elles, on n'est rien. Nous, on donnait la voix aux animaux, en quelque sorte. Et c'est vrai que là, on avait encore plein de choses à partager avec les téléspectateurs, tous nos passionnés. Et c'est vrai que là, avec Élodie, on est vraiment très triste. Nous aussi, on est très triste. Et je sais qu'on reçoit beaucoup de messages très chaleureux. D'ailleurs, merci à tous les téléspectateurs de nous envoyer autant d'amour. Et vous êtes même intervenu hier soir, Philippe de Villiers, en direct pour apporter votre soutien à tous les collaborateurs de C8. Quelles seront, selon vous, les conséquences de cette décision de l'Arcom validée par la plus haute juridiction administrative ? Je pense qu'il y a un contraste entre le silence médiatique et politique et l'effet de ce qu'on appelle chez les paysans l'hystérésis. C'est ce que c'est que l'hystérésis ? L'hystérésis, c'est le délai, c'est le temps que met la goutte d'eau à pénétrer jusqu'au sous-sol, jusqu'à la nappe phréatique, pour la germination. Là, il y a exactement le même phénomène. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que j'ai vécu 2005. En 2005, je me souviens que j'étais effondré quand j'ai vu le traité de Lisbonne. Je me suis dit, mais alors, les hommes politiques, en fait, se moquent du peuple. Et en fait, j'ai compris ce jour-là qu'ils se moquaient vraiment du peuple. Et non seulement ils se moquent du peuple, mais ils s'en méfient. Et il faut mettre en relation ce qui vient de se passer, c'est à la fin d'une chaîne de télévision, ce qui est inouï dans l'histoire de France. Inouï. Il faut mettre ça en relation avec d'autres mesures. Là, on a la liberté d'expression qui est atteinte mortellement. Puisque après ça, la jurisprudence veut tout se permettre. À qui le tour ? Une fois qu'on a commencé la censure médiatique, pourquoi s'arrêter ? Suivez mon gars. Il faut savoir quand même que pendant qu'on se parle là, depuis le début de l'émission, il y a 2 censeurs, ou 3 censeurs, ou 4 censeurs, peut-être ils sont 30, 40, ils écrivent tout ce que j'ai dit là. Et peut-être que lundi, les responsables de CNews vont recevoir une lettre, comme ça a été le cas sur l'avortement. L'enregistrement constitutionnel, où j'ai failli passer en jugement. Et donc en réalité, les Français ne se rendent pas compte. C'est la fameuse cage aux phobes, pardon. Lapsus révélateur. Bon. Donc vous êtes islamophobe, vous êtes xénophobe, vous êtes europhobe, vous êtes grossophobe, etc. Et le périmètre de la liberté d'expression se restreint de jour en jour. Mais si vous prenez votre voiture, là c'est plus la liberté d'expression, c'est la liberté d'aller et venir. Puisque avec les zones à faible émission, qui sont des zones à forte exclusion. Voilà, merci de m'aider. Voilà, forte exclusion. En fait, c'est toute la classe moyenne qui n'a plus le droit de prendre sa voiture. Et on continue. Les passoires thermiques, on n'a plus le droit de se loger, on n'a plus le droit maintenant de construire, etc. Et avec le système normatif de l'État profond européen, donc de toute façon, on ne peut même plus créer. Vous voyez, par exemple, je disais à Nicolas, président du Puy du Fou, je dis aujourd'hui, on ne pourrait plus refaire le Puy du Fou. On ne pourrait plus. Il y a trop de normes, il y a toute une bureaucratie totalitaire. Voilà. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est un événement qui vient de se passer. C'est un événement souterrain.
C'est un tremblement de terre, c'est une secousse sismique. Il y aura des répliques, et il y aura des répliques politiques, il y aura des répliques électorales. Je pense que le peuple français est en train d'échapper à ce qu'on appelait encore récemment les élites mondialisées. Le divorce est total, métropolia, périphéria, comme dirait monsieur Julie. Philippe de Villiers, on a encore le droit d'espérer et d'avoir des sources d'espérance. Et c'est souvent le cas lorsque on vous écoute pour l'apologue. Et donc, vous allez nous parler d'une terre d'espérance, justement, avec la fondation de l'abbaye de Royaumont, mais de manière inattendue, Philippe de Villiers, c'est à vous. Vous allez comprendre pourquoi c'est inattendu. Alors, je vous pose la question, là. Je vous embarque avec moi. Qui sont ces gaillards qui chargent et déchargent des grosses pierres sur le chantier, qui chargent et déchargent le brancard de pierre? Ils ont des mines escraffiniées, comme on dit à l'époque, par les buissons de ronces où ils sont allés chercher rocailles et cailloutis. Alors, l'aîné s'appelle Robert. Lui, il monte les piliers du cloître. Ensuite, son frère s'appelle Alphonse. Lui, il monte les murs du réfectoire. Le troisième, le plus jeune, qui s'appelle Charles, avec ses mains fragiles, il monte les baies de la future abbatiale. Et le quatrième, lui, il dessine les pierres d'angle. Il a la main en visière, il voit le chantier qui sort de terre, il est le fondateur. Il est roi de son état. Il s'appelle Louis de Poissy, Louis IX. Il est le fondateur d'une abbaye sur ce lieu qui s'appelle le Mont-Royal. Et l'abbaye s'appellera l'abbaye de Royaumont. Il est le fondateur et il deviendra, chose curieuse, que seuls les historiens comme Le Goff ont repéré, il deviendra le pensionnaire discret de l'abbaye quand elle sera construite et inaugurée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le samedi et le dimanche, il s'échappe du Louvre, il galope jusqu'à la porte de l'abbaye, il frappe à la porte, il y a le père Henri, le portier, qui lui ouvre. Là, il échange sa vêture royale contre une humble chape de laine et il rejoint sa petite cellule au bout du dortoir des moines. Et quand il entend sonner les cloches de Batine, il se mêle au cœur des moines. Et puis ensuite, il prend son tour au service du repas des moines. Il prend son tour. C'est-à-dire qu'il va, avec son tablier, chercher les assiettes, les écuelles, au petit guichet de la cuisine, ainsi que la pitance de vin et de pain. Puis il sert à table les moines qui feignent de ne pas le reconnaître, pour ne pas le gêner. Un jour, il aperçoit par une fenêtre en tiers-point une maison, une petite maison séparée, petite maison esselée dans les jardins de l'abbaye. Il demande, mais pourquoi cette maison et pourquoi un moine avec une écuelle le dépose à manger sur le seuil de la maison sans entrer dans la maison? Et on lui explique, c'est parce que la maison est habitée par un moine qui est contagieux. Et donc il est mis à l'écart et il a la lèpre. Alors, le roi Louis IX annonce à tous les moines, dimanche prochain, c'est moi qui irai lui porter à manger. Le dimanche d'après, surprise, on le voit après la messe, qui traverse les jardins de l'abbaye avec une écuelle qui frappe à la porte. Il a un léger mouvement de recul parce que le pauvre moine est complètement décharné, voyage sur lui toutes les répugnances de la nature, la lèpre lui a arraché les peaux, ses yeux
n'y voient plus goutte parce qu'ils sont gâtés. Et les pertuis des yeux qui sont rougis de sang, hideux à voir, il n'a plus de nez, les lèvres sont fendues. Et il va prendre l'habitude tous les dimanches de venir lui servir à table. Et un jour, pour la fête du frère Liger, que bientôt le roi va appeler le prince de Royaumont, un jour, il va lui apporter pour sa fête une perdrix rôtie. Et là, il a un geste, il sale la perdrix, il coupe les morceaux, il donne les morceaux à manger dans la bouche du frère Liger, le prince de Royaumont. Et là, le prince hurle. Pourquoi ? Parce qu'il a mal. Pourquoi ? Parce que le sel sur les crevasses de ses lèvres, évidemment, le fait souffrir. Et que fait le roi ? Oh, pardon, frère Liger, pardon. Le frère lui pardonne. Et bientôt, en fait, le roi est seul à venir, seul à visiter le frère Liger. Pour lui, c'est entrer en purgatoire à chaque fois, parce qu'il voit ce corps qui se défait, qui perd ses chairs. Alors le roi s'exerce à devenir un roi serviteur, un roi d'aumône et de consolation. L'huisse de la maison séparée devient pour lui comme une porte du ciel. Il s'exerce à aller à travers cette figure de la souffrance vers le petit peuple des abîmes, vers le petit peuple purulent, fétide, enflé, troué, édenté, pour le soulager. Et puis un jour, la nouvelle arrive au Louvre. Le frère Liger est mort dans la nuit. Alors le roi Louis IX décide d'enterrer le frère Liger dans le caveau de famille, à Royaumont, auprès de sa fille Blanche, dans le caveau royal. Et il fait écrire sur une petite plaque de cuivre émaillé, « Si gît le frère Liger, prince de Royaumont, fils de lumière. » Quelle est l'apologue ? Quelle est la leçon ? La leçon est la suivante. Le pouvoir n'est pas une consommation. Le pouvoir est un service, le plus haut de tous les services. La politique ne relève pas de l'hédonisme consumériste. La politique relève de l'oblation. Eh bien, merci Philippe de Villiers pour cette émission qui a été, je le rappelle, un peu bousculée par cet échange entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, mais ça faisait du bien de revenir aussi sur des messages d'espérance et des messages aussi importants. Merci à vous, Geoffroy Lejeune. On se retrouve dans un instant pour l'heure des pros avec les toutes dernières informations. Et à la semaine prochaine, bien sûr. À la semaine prochaine.